Bonjour, alors si vous suivez l'actualité de cette chaîne, c'est probablement parce que dans les sujets qui vous intéressent, il y a la psychologie, la psychiatrie, mais aussi les relations d'agressivité et le harcèlement scolaire. Alors pour joindre un petit peu l'intéressant à l'actualité, on va parler de l'élection présidentielle et du programme des candidats. Sur la question de la santé mentale et de la psychiatrie, il y a des personnes qui ont analysé ça, qui ont regardé ça bien mieux que moi. J'ai décidé de m'intéresser à la question du harcèlement scolaire sous l'angle de leur programme présidentiel. Qu'est-ce qu'il en ressort pour les candidats parmi lesquels on a le choix dans l'élection de dimanche? Alors il se trouve que je suis tombé par hasard sur une vidéo de Combini qui interrogeait les différents candidats à la présidentielle concernant leur programme sur le sujet de l'éducation et de l'école. Et donc du coup, une des questions qui leur était posée était par rapport au harcèlement scolaire. Donc en m'appuyant sur cette vidéo et sur leur programme, on va regarder ce que les candidats ont à dire. Alors, je vais commencer par l'extrême gauche. Concernant Philippe Poutou et concernant Nathalie Arthaud, même constat. Apparemment, ils n'ont pas répondu, alors ça a été coupé au montage, je ne sais pas, à la question dans la vidéo de Combini, et il n'y a pas eu non plus cette question-là qui est évoquée dans leur programme écrit quand on regarde. Alors, on pourrait ne pas être étonné dans le sens où ce sont des candidats, et ils ne le cachent pas, qui ne sont pas forcément là pour prendre le pouvoir dans cette élection, et en tout cas de cette manière, puisque c'est souvent des révolutionnaires, mais plutôt de faire parler d'eux et de faire entendre leurs réflexions sur les sujets qui les concernent et qui les intéressent le plus. Alors, cela dit, il aurait été intéressant d'avoir leur constat et leur réflexion sur la question du harcèlement, sur la question de la violence verbale et de l'agressivité, puisque vous allez voir que les autres bords de l'échiquier politique ne se sont pas gênés pour émettre des idées qui sont en lien aussi avec une certaine vision. Je parle aussi rapidement de Jean Lassalle, qui n'en parle pas dans la vidéo, mais qui en page 9 de son programme évoque l'idée de mettre en place un suivi psychologique et une insertion des élèves victimes de harcèlement. Les professeurs et les parents d'élèves sont souvent impuissants face à ce phénomène qui sévit de plus en plus par manque de moyens ou d'aide de la hiérarchie. Alors, je pense que le phénomène sévit de plus en plus, c'est pas forcément par manque de moyens. Par contre, le fait que les professeurs et les parents d'élèves sont impuissants, ça c'est bien vrai. Mais vous connaissez un petit peu ma réflexion sur ce sujet. Les professeurs et les parents d'élèves sont impuissants, parce que les réponses qui sont données à la question du harcèlement reposent toujours sur les mêmes choses, à savoir surveiller, repérer, dénoncer, sanctionner. Et toutes ces questions-là, finalement, bien qu'elles soient bien intentionnées, n'aident pas la victime qui se retrouve dans la posture de celui qui a dénoncé, dont on a envie de se venger, de celui qui n'arrive pas à se défendre des attaques verbales, puisque je rappelle que le harcèlement sont des attaques essentiellement verbales, et quand la personne n'arrive pas à faire face, eh bien finalement, les sanctions des adultes ont parfois un effet sur les harceleurs qui ont un peu la trouille, mais des harceleurs bien décidés ou des harceleurs qui eux-mêmes se sentiraient victimisés n'auront qu'une envie, c'est de se venger. Donc effectivement, les parents et les enseignants sont impuissants, mais en général, ils sont impuissants parce qu'ils ne savent pas comment aider la victime à s'en sortir. Et ils essayent de l'en sortir à sa place. Et tant qu'on n'ira pas dans le sens de l'empowerment, il y a un grand nombre de phénomènes de harcèlement qui se poursuivront. Je vais continuer avec les candidats qui sont à gauche de l'échiquier politique. On va regarder ce que dit Fabien Roussel. C'est une question donc de moyens humains et de formation à mettre dans toutes les écoles. Il faut que l'on puisse recueillir la parole des enfants. Alors effectivement, Fabien Roussel, il en parle dans son programme, il en parle à page 83 et page 84. Et il parle de la violence de la société, il parle de son projet de construire une société qui repose sur l'égalité et le respect, et que c'est une responsabilité collective et nationale. Alors, au passage, il en profite pour parler de tous les dispositifs de l'enfance, l'éducation nationale, le périscolaire, le médico-social, l'aide sociale à l'enfance, la protection judiciaire de la jeunesse et des moyens. Alors, c'est peut-être un petit peu mélangé, mais ça parle de cet ensemble-là. L'idée que le harcèlement qui prend sa source à l'école se prolonge à la maison sur les réseaux sociaux et qu'il y aura un décret sur le climat scolaire serein pour réduire la violence avec des ambassadeurs des droits de l'enfant, une formation au repérage et à l'utilisation des dispositifs existants. Donc pas de nouveaux dispositifs, mais des dispositifs existants et une éducation au numérique. Et les plateformes numériques seront contraintes de coopérer avec la justice et de supprimer les contenus violents, haineux et discriminatoires. Alors c'est très intéressant, il y a des choses qui sont intéressantes et originales là dans les débuts de la proposition, et puis le reste qui tombe aussi dans quelques écueils.
Alors par exemple, de joindre le harcèlement à la question des droits de l'homme, avec la défenseur des droits. Alors par exemple, on sait que c'était l'idée d'Olweus, et je vous renvoie à ma vidéo sur Olweus. L'idée c'est que quand on décrète un droit, effectivement on est censé le faire appliquer. Et quand on essaie de faire appliquer un droit, on en est responsable. Et donc les écoles seront tenues responsables du fait qu'il y ait des enfants qui embêtent d'autres enfants. Et là, ce serait systématisé. Et puis on voit bien qu'en termes de prévention, donc c'est les mêmes écueils qu'actuellement. Vous voyez, on peut être de gauche, de droite, on va rentrer vraiment dans les mêmes choses. Faire du repérage, ça ne suffit pas à faire de la prévention. Aujourd'hui, quand on parle des politiques de prévention du harcèlement, on ne parle que de repérer le harcèlement. Et le repérer, ça ne suffit pas. C'est pas parce que vous avez vu un problème que vous l'avez résolu. L'idée politique qu'il y a derrière et qui est logique dans le programme de ce candidat, c'est de contraindre le secteur privé, d'obliger les plateformes numériques à coopérer avec la justice et à supprimer les contenus violents, haineux ou discriminatoires. Cette mesure, elle paraît logique et morale également. C'était l'essence même de la loi qui a été avortée, qu'on appelait la loi Avia, du nom de la députée qui l'a portée. Cette loi, elle a été retoquée par le Conseil constitutionnel parce qu'elle était en opposition avec la question de la liberté d'expression. Parce que si vous dites qu'il faut supprimer les contenus haineux, si vous dites qu'il faut supprimer les contenus discriminatoires, et dans un monde actuel où on fait de plus en plus attention à la notion de haine et de discrimination, dans un monde où la personne discriminée est de plus en plus le seul juge de ce qui est discriminatoire ou de ce qui l'a offensé, ce qui va se passer, c'est que le contenu haineux va recouvrir quelque chose de plus en plus large. Il deviendra difficile de critiquer, ou il deviendra difficile de s'opposer, ou il deviendra même difficile de soutenir ou de dénoncer à partir du moment où on aura utilisé des mots haineux. Parce qu'avec le nombre de publications qui sont faites sur les plateformes numériques, si vous contraignez Facebook, Twitter ou autres à enlever automatiquement et dans un délai restreint des contenus jugés comme haineux, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une censure algorithmique. Il y a un vrai danger pour la liberté d'expression à faire ce genre de choses, même si ça paraît bien intentionné. Le vrai danger étant que parfois, la limite entre la critique et l'offense est très fine, et que la liberté d'expression, ça consiste à pouvoir offenser des idées, ça consiste à pouvoir offenser des idées même si on en est porteur, ça consiste à pouvoir critiquer mes propos ou mes revendications sans pour autant s'attaquer à ma personne. Alors oui, parfois c'est une histoire d'interprétation de la loi, mais attention aux portes ouvertes qui, même bien intentionnées pour limiter la haine des uns envers les autres, pourraient grandement restreindre la liberté d'expression et surtout donner un message qui est que quand il y a un contenu qu'on n'aime pas, quand il y a un contenu qu'on ne supporte pas, ce contenu devrait être supprimé. Alors que non, s'il y a un contenu qu'on ne supporte pas, nous devrions apprendre à y faire face. Et c'est là où on différencie bien, pour moi, au niveau du cyberharcèlement. Là aussi, les attaques objectives et subjectives. Les attaques objectives avec des vraies menaces, le doxing, les gens qui retrouvent votre adresse, qui vous suivent, etc. Et le cyberharcèlement, qui marche exactement comme le harcèlement dans la vie réelle, dans lequel nous faisons face à des insultes, nous faisons face à des moqueries, nous faisons face à ce genre de propos, à des rumeurs, et qui peuvent faire l'objet d'un apprentissage pour arriver à s'en sortir. Alors, par exemple, il y a quelqu'un qui a compris ça dans son programme, mais alors d'abord, il en parle pas tout à fait comme ça sur Combini. Le cyberharcèlement comme le harcèlement, ça va au-delà des lieux scolaires, donc il faut que des associations interviennent immédiatement et en urgence. C'est intéressant, il parle du cyberharcèlement, il n'y a pas grand-chose sur le harcèlement scolaire dans son programme. Page 55, on trouve quand même ce membre de la lutte contre la cybercriminalité, le harcèlement, la haine en ligne, pour ne pas avoir à faire reposer la modération ou la suppression de contenu uniquement sur le secteur privé. Donc vous voyez, juste avant on a vu Fabien Roussel qui veut contraindre le secteur privé, et Jadot qui dit il ne faut pas que ça repose que sur le secteur privé, et d'une part, et éviter l'écueil d'une censure algorithmique, donc il reprend ce terme qui est juste, ou policière. Alors là aussi il y a la charge anti-policière, mais qui porterait atteinte de façon disproportionnée à la liberté d'expression. Donc c'est-à-dire que là, la personne qui a rédigé cet article, en tout cas, avait fait la distinction entre le droit légitime à la critique et le contenu haineux, et c'est une question extrêmement délicate et à laquelle il faut être très attentif pour pas aller dans un sens ou dans un autre. Alors par contre pour le reste, il est passé aussi dans une émission, je l'ai entendu parler sur France Inter, avec des questions sur la jeunesse, et où il a parlé du harcèlement à 2 reprises, d'abord en formant le personnel sur la question de la transidentité pour le harcèlement des élèves transgenres, mais je reviendrai sur cette question un petit peu plus loin. Et deuxièmement, sur la lutte par rapport au cyberharcèlement, il parle d'augmenter les
moyens de la justice et le personnel médical au sein des écoles comme acteurs clés dans la lutte contre. Alors on est toujours dans la lutte contre, évidemment. N'imaginez pas qu'il y ait le moindre candidat qui va changer complètement le fusil d'épaule par rapport à tout ce qui est défendu. Alors on va rester dans les candidatures qui sont a priori à faible pourcentage. On va parler d'Anne Hidalgo. Il faut aussi qu'il y ait des lieux pour écouter les enfants, pour accompagner, pour bien sûr à la fois sanctionner mais aussi prévenir. Alors ce qui est intéressant, c'est que Hidalgo parle du harcèlement dans son programme à 2 reprises, page 21 et page 30. Il y a des choses qui sont très classiques, tout cas de harcèlement devra donner lieu à une réponse de l'institution qui permettra de comprendre que c'est un petit peu plus complexe que ça en a l'air. Et je vous renvoie également à cette vidéo qui l'illustre plutôt pas mal. Et si nécessaire, par sa sanction. On reste malgré tout dans un truc un peu dichotomique. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle en parle au moment où elle parle de citoyenneté, de respect et de combat contre l'antisémitisme, le racisme, les LGBTQI-phobies, le sexisme et une formation contre les discriminations et le harcèlement. Donc les questions sont associées. Alors là aussi, vous voyez, il y a une certaine forme de cohérence politique par rapport à une lignée d'un parti socialiste, donc qui va miser sur l'harmonie du collectif et l'intérêt du collectif. C'est a priori, si j'ai bien compris, d'après Wikipédia, la base du socialisme, c'est de faire primer l'intérêt collectif sur l'intérêt individuel. Donc c'est assez logique qu'on parte là-dessus. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que dans cette droite ligne, elle propose une commission nationale qui pointera les dérives des sociétés concernées. Vous voyez, les dérives du collectif. C'est très intéressant sur le plan philo et politique, mais je ne vais pas entrer là-dedans. Il y a évidemment de l'antisémitisme, il y a du racisme, il y a des LGBT-phobies, il y a du sexisme. C'est une évidence absolue. Maintenant, quand on parle de cas de harcèlement scolaire, il serait un peu naïf de croire que le harcèlement est dû à la discrimination. La réalité, c'est que le harcèlement s'exprime sous la forme d'une discrimination, puisque personne n'est épargné. Vous pouvez être harcelé pour toutes sortes de raisons. Les petits, les grands, les gros, les maigres, les premiers de la classe, les cancres. Et en réalité, c'est surtout l'individu qui est attaqué, puisque par exemple, c'est pas systématique que tous les membres d'un groupe usuellement discriminés dans la société soient forcément à titre individuel harcelés à l'école. Ce qui se passe, c'est que souvent, les discriminations sont à la fois un prétexte et à la fois une facilité. Si vous voulez vous moquer de quelqu'un qui fait partie d'un groupe minoritaire, d'un groupe qui est déjà discriminé, ben les blagues vont venir facilement, les stéréotypes, les clichés vont venir facilement. Mais souvent, c'est utilisé comme un prétexte pour s'en prendre à un individu. Cet individu qui représente la bonne cible. Si en plus, il se trouve effectivement que cet individu est homosexuel, transgenre, grand, petit, gros, différent, etc., ou tout ce qui est psychophobie, s'il a un trouble anxieux, s'il a un trouble du spectre autistique, vous allez avoir l'insulte facile, vous allez avoir la moquerie facile. Mais attention, on ne réduira pas forcément le harcèlement en augmentant la tolérance. On trouvera d'autres choses, ce sera un peu plus compliqué de trouver de l'inspiration pour harceler les autres, mais ça se passera toujours de cette manière-là. Donc cet amalgame est intéressant, bien entendu ça fait partie du discours officiel et j'ai bien conscience de bousculer quelques idées reçues en disant ça. Et je développerai, si vous souhaitez que je développe sur ce sujet, vous pouvez en parler en commentaire. Mais vraiment, mon idée, c'est que l'idée qu'on est harcelé pour sa différence est faux. Qu'on soit attaqué pour sa différence et qu'il y ait de la haine, la discrimination, des propos, etc. Ça, c'est sûr, on peut être attaqué par rapport à sa différence. Et le phénomène de racisme, de sexisme, etc. est indéniable. Mais par contre, qu'on soit harcelé pour sa différence, non. On est harcelé en se servant comme prétexte de sa différence pour harceler un individu pour des raisons précises en termes relationnels. Et je trouve ça très intéressant que ce soit ça qui soit écrit dans ce programme. Ça amène à des réflexions assez intéressantes. Alors, je vais aller de l'autre côté de l'échiquier politique pour Nicolas Dupont-Aignan. Je veux doubler la médecine scolaire, le nombre d'infirmières, d'assistantes sociales, car les enfants sont seuls dans l'établissement face à des petits caïds. Alors c'est intéressant parce que déjà dans la vidéo, on voit bien que, encore une fois, on est toujours dans cette idée, que c'est les adultes qui vont empêcher les enfants d'être harcelés, idée qui paraît encore une fois très bonne et très morale, mais qui oublie de renforcer l'enfant. Alors il y a pas mal de mesures dans le programme, page 92 et page 128, pour Nicolas Dupont-Aignan. Donc évidemment, il parle d'autorité, de discipline, restauration de l'autorité de l'enseignant, et il parle du harcèlement scolaire comme une grande cause nationale avec l'exclusion des élèves coupables de harcèlement et rendre possible la suspension des allocations familiales de leurs parents, sensibiliser les élèves de l'usage
l'usage abusif des réseaux, interdiction de l'utilisation des téléphones, tolérance zéro face aux incivilités scolaires, apprendre les règles élémentaires de respect, de politesse et de civilité, rendre obligatoire le dépôt d'une plainte par la hiérarchie en cas d'atteinte à un fonctionnaire. Et donc là, on voit toutes les mesures. Alors on n'est pas étonné, vu le bord politique de Nicolas Dupont-Aignan et d'autres qu'on verra juste après. C'est basé sur la question de l'autorité, de la punition et de la sanction. Alors il y a plusieurs choses qui sont vachement intéressantes à dire là-dedans, parce que c'est en fait ignorer la complexité du phénomène. C'est ignorer que si vous décidez qu'il y a les gentils et les méchants, les bons et les mauvais, vous ignorez ce qui s'est réellement passé dans la tête des enfants. Vous ignorez que vous pouvez punir quelqu'un qui a été attrapé comme ayant commis quelque chose de grave, et qui en fait lui-même se sentait victime, parce que ça fait quelques années qu'il est lui-même harcelé de façon grave. On voit très bien dans le film Un monde, dont je reparlerai prochainement en interviewant une collègue qui nous en parle très bien. Dans ce film-là, on voit bien qu'un enfant qui se fait harceler, humilier pendant très longtemps, et gravement, il bascule à un moment donné, et pour reprendre du contrôle, il devient harceleur à son tour. Si vous commencez à définir des gentils et des méchants, vous n'aidez pas les élèves à s'en sortir, vous pratiquez des exclusions, vous pratiquez par exemple une suspension des allocations familiales, comme si les parents parfois n'étaient pas meurtris eux-mêmes de ce qui se passe quand leurs enfants sont harceleurs, et comme si ça allait résoudre la chose et que vous pouviez décréter l'autorité parentale juste comme ça. Ce que vous risquez de créer, c'est aussi de l'aigreur, du ressentiment et une soif de vengeance. Pas du tout sûr que ça améliore les choses. Je continue dans ce coin-là de l'échiquier politique. Alors Marine Le Pen ne répond pas dans Combini, ou alors ça a été coupé au montage. Pas grand-chose sur le harcèlement scolaire. Je note juste qu'en page 14, sur la thématique école, elle propose la généralisation de la vidéoprotection dans tous les établissements, en priorisant les REP. Aucun acte de violence ne devra rester impuni faute de preuves. Donc on est toujours dans cette question de sanctions. Et on va rester dans le même coin, dans le même bord politique. Et on va écouter Éric Zemmour. Il faut une répression, des sanctions. Je propose d'ailleurs le rétablissement du surveillant général. Et pour les élèves les plus violents, la suppression des allocations sociales à leurs parents. On n'est pas surpris de l'entendre parler de répression, de sanctions. Il parle de cette mesure symbolique de la rétablissement du surveillant général. En fait, c'est le CPE qui deviendrait surveillant général dans son idée. Et il aurait pour, je cite, page 22, but exclusif le maintien de l'ordre scolaire. But exclusif le maintien de l'ordre. Donc c'est une question de maintien de l'ordre, en fait, le harcèlement. Alors, il y a aussi page 10, le refrain des Français grâce à une véritable politique d'assimilation. Rétablir la blouse à l'école primaire pour gommer les différences vestimentaires qui favorisent le communautarisme, le harcèlement scolaire et les inégalités sociales. Donc, encore une fois, l'idée qu'on serait harcelé pour sa différence, et que du coup, il parle beaucoup d'assimilation, donc il parle de gommer la différence, comme si, en gommant nos différences, nous n'aurions plus envie de lutter les uns contre les autres. C'est quand même extrêmement intéressant. Et à part ça, je le disais, rétablir la discipline et l'autorité, suspension des allocations familiales des parents d'élèves perturbateurs, éloigner les élèves perturbateurs et les mettre dans des internats de réinsertion pour leur donner une nouvelle chance, et le harcèlement scolaire lié au communautarisme et aux inégalités sociales, donc avec la blouse, et protéger les adolescents contre le harcèlement, la pédophilie, l'incitation à la violence en organisant des états généraux des réseaux sociaux et numériques. Donc on est là aussi dans cette idée de protéger contre. Et donc on ignore l'aspect psychologique et relationnel, mais en même temps, encore une fois, on est dans la présentation d'un projet politique, et je trouve ça quand même très intéressant, et je pense que c'est un des grands défis si on veut se faire entendre les acteurs de terrain qui auraient une idée un peu différente sur la question. C'est comment on peut sortir d'un idéal politique pour le rendre plus pragmatique. Quand même, malgré tout, si on est dans une politique de repérage, dénonciation, sanction, qui sont des politiques qui fonctionnent mal, voire même qui aggravent le problème, là aussi j'en parle dans des vidéos, si on en est là, c'est parce que c'est porté par un projet politique éloigné des réalités psychologiques et de terrain. Et que quand on est un politique, on a besoin de dire qu'on a agi et qu'on a fait quelque chose. Et quand on fait quelque chose, on le fait avec la loi, on le fait en faisant régner l'ordre, on le fait en décrétant un certain nombre de choses juridiques, quitte à ce qu'elles soient contre-productives, mais on montre qu'on n'est pas inactif. Je vais passer aux outsiders. On écoute Valérie Pécresse.
Il faut surtout qu'il y ait un apprentissage du numérique par les jeunes, parce que le harcèlement en cours est multiplié par l'impact des réseaux sociaux. Je financerai des maisons pour les enfants qui sont victimes de harcèlement et pour leurs parents, pour pouvoir les réparer et pour pouvoir leur redonner confiance. Alors, c'est intéressant. Donc, je précise que sur son programme, il n'y a pas vraiment de mesures spécifiques pour le harcèlement. Il y a un cyberparquet pour combattre la pédophilie ou le harcèlement sur Internet. Et elle pourrait créer une peine complémentaire d'interdiction des réseaux sociaux pour les personnes condamnées pour harcèlement ou cyberharcèlement. Alors, c'est très difficile, sachez-le, d'interdire Internet à quelqu'un. Il y a toujours moyen de s'en sortir, mais l'idée est donc dans la répression. Et par rapport à ce qu'elle dit dans la vidéo, alors je suis d'accord sur le fait qu'il faut un apprentissage du numérique. Ça, on peut tous être d'accord, il y a plein de candidats qui le proposent. L'apprentissage, c'est la clé, juste attention. En général, en ce moment, quand on fait de l'éducation sur Internet, quand on fait de l'apprentissage des réseaux sociaux, en général, on dit aux enfants, faites attention aux dangers, faites attention à ce qui ne va pas, faites attention aux potentiels pédophiles, faites attention aux gens qui peuvent vous donner des rendez-vous, faites attention au contenu interdit. Pas grand monde fait de l'éducatif au sens d'expliquer aux enfants, ben voilà, tu vas aller sur des réseaux sociaux, tu vas parler à plein de gens, et comme dans tous les lieux où on se parle, un jour on se dispute. Et comme dans tous les lieux où on se parle, il y a des gens qui se font attaquer et qui se font insulter et qui se font exclure et qui se font moquer. Donc ça peut t'arriver, ça va t'arriver. Est-ce que tu es prêt à ça et est-ce que tu veux apprendre comment on fait ? Or, l'idée de toujours le dénoncer et le punir, ce qui ne marche pas et ce que les enfants ne font pas de toute façon. Donc cette éducation au numérique, alors c'est probablement pas de ça que parle Pécresse, mais en tout cas il faudrait qu'elle ait lieu dans ce sens-là. Et par ailleurs, elle parle de financer des maisons pour les enfants victimes pour qu'ils se réparent et pour qu'ils se redonnent confiance. Donc on n'est pas là non plus dans le préventif et c'est vraiment la dimension qui manque souvent. On est plutôt dans le curatif, c'est une fois que les gens vont mal, on va les réparer. Alors c'est très important et ce serait bien d'ailleurs que soient pris en charge ces gens, que les consultations psychologiques ne leur coûtent pas d'argent quand ils sont avec des professionnels qui connaissent le trauma, qui connaissent le harcèlement, qui peuvent les aider là-dessus. Alors Jean-Luc Mélenchon, qui fait la plus longue réponse, je crois, qu'il y a sur Combini, on l'écoute. Il faut donc qu'il y ait des référents dans le lycée ou dans le collège. Exemple, les psychologues scolaires, il n'y en a plus. Voilà. Le médecin scolaire, il n'y en a pas. Donc, psychologue, médecin scolaire. Parce que c'est plus facile de parler avec quelqu'un dans le bahut, qui est psy ou qui est médecin, que d'en parler avec son délégué de classe ou avec son prof principal. Alors ça c'est intéressant, par exemple, sur la partie relation de confiance. Alors je sais, on me le redit souvent, je dis souvent que dénoncer est contre-productif. Dénoncer son harceleur, c'est aussi lui indiquer le message qu'on n'a pas su faire face et qu'on veut se protéger derrière quelqu'un et donc qu'on est vulnérable. Ça, c'est sûr que ça fonctionne comme ça. Mais attention, attention, ne me faites pas dire que j'aurais dit qu'il ne faut pas en parler. Bien sûr que oui, il faut en parler. Il faut en parler à condition que les adultes aient quelque chose à répondre, à condition que les adultes aient de l'aide à apporter. Mais bien sûr que oui, il faut en parler, puisque ce qui est important, c'est la relation de confiance en fait qu'on va avoir avec l'adulte. Et ce lien de confiance, il ne faut pas qu'il soit abîmé. Ce lien de confiance, c'est une bonne chose quand un enfant en parle, parce que souvent, il n'ose pas en parler. Il n'ose pas en parler parce qu'il a honte, il n'ose pas en parler parce qu'il a peur qu'on intervienne à sa place et que ça aggrave sa situation. Et souvent ils ont raison de penser que ça va se passer comme ça. Mais par contre, dire qu'il faut en parler, et qu'il faut en parler à quelqu'un de confiance, c'est intéressant. Alors, ça demanderait à être démontré que c'est plus facile à parler à quelqu'un qui est psy, qui est médecin, qui est infirmière scolaire, que d'en parler avec un délégué de classe ou à un prof. Ça se discute, mais en tout cas, je note quand même l'envie de créer des relations de confiance, d'augmenter la médecine scolaire et la psychologie scolaire, ça, ce serait pas du luxe, mais de créer des relations de confiance dans lesquelles les enfants pourraient parler. Je compléterai juste en disant qu'il faudrait que ces personnes à qui l'on parle ait quelque chose à répondre. Alors, ce que dit Jean-Luc Mélenchon dans son programme, c'est effectivement correspondant à ça. Il parle du recrutement de médecins, d'infirmiers, infirmières scolaires, de psychologues scolaires, d'assistants, assistantes sociaux, pour que les enfants bénéficient de visites, informations, etc. Et lutter contre la violence à l'école. Alors là, par contre, on est dans l'idée de formation, concertation, sensibilisation. Donc toujours pareil, mais je ne jette la pierre à personne de ne pas savoir ce qu'il faut faire en retour, c'est pas inné, ça ne s'invente pas. Mais là encore une fois, quand on parle de lutte et qu'on rentre pas dans la sanction, en général on parle de prévention, sauf que c'est pas de la prévention, c'est encore une fois du repérage, c'est de la concertation, c'est de la sensibilisation. Mais vous pouvez être sensibilisé à un problème, vous pouvez voir que le problème existe, et vous n'êtes pas mieux équipé pour lutter contre.
Alors, on va finir par Emmanuel Macron, qui n'est pas dans la vidéo Combini face aux autres, et pour lequel on pourrait regarder le programme, et pas grand-chose, une ligne, en page 7, généralisation et renforcement des délégués non harcèlement scolaire au collège et soutien aux plateformes 3018 et 3020, qui sont les plateformes téléphoniques, je le rappelle, d'écoute par rapport au harcèlement et au cyberharcèlement. Alors le fait que Macron n'intervienne pas dans la vidéo Combini, ça rentre dans cette idée qu'il n'a pas fait de débat face à tous les autres candidats, il s'en est expliqué. Bon, il y a d'autres candidats qu'on n'entend pas non plus dans la vidéo. Sur le programme, alors c'est intéressant parce que sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, la dernière loi de la mandature, c'est la loi harcèlement scolaire, la fameuse loi Balanant. Je vous renvoie à la vidéo qui a été faite à ce sujet, dans laquelle Erwan Balanant a parlé de cette loi et dans laquelle j'ai eu la possibilité de lui répondre. Alors on n'a pas pu rééchanger, il n'y a pas eu de débat après, mais j'ai pu quand même dire un petit peu ce que j'en pensais et présenter mon approche. Il y aurait beaucoup à dire. Est-ce parce que cette loi a été mise en lumière et que ça a été fait en fin de quinquennat que du coup le candidat Macron se permet de ne rien mettre au sujet du harcèlement scolaire dans son programme? C'est possible. En tout cas, cette loi, si elle montre bien que les politiques de ce mandat se sont intéressés à cette question, on produit des rapports, on produit une action législative, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va complètement dans le bon sens. Cette loi, elle instaure la possibilité de sanctions pénales extrêmement lourdes, dont on nous dit qu'elle ne sera pas appliquée, qu'elle est symbolique, qu'elle veut montrer la gravité des faits. Alors elle ne sera pas appliquée, en tout cas elle le pourrait, et on sait bien que c'est aussi une question d'état d'esprit et d'ambiance sociale qui peut éventuellement changer selon qui dirige globalement la société. Ce qu'on peut dire aussi sur cette loi, c'est qu'elle établit comme ça un présupposé fort de criminalisation de jeunes gens qui se rendent coupables de harcèlement. Et je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, la complexité des faits, je rappelle l'aspect relationnel, je rappelle que la prévention, c'est pas juste du repérage, que la prévention, c'est pas juste de la sensibilisation, la prévention, c'est apprendre aux gens à s'en sortir, c'est apprendre aux victimes à s'en sortir. Et que la sanction, si elle peut marcher contre quelqu'un, elle est dans la plupart du temps contre-productive, que la crainte de la sanction n'empêchera pas les échanges sociaux, n'empêchera pas l'agressivité, que la surveillance des enfants qui se disputent entre eux, qui s'insultent entre eux, qui se harcèlent entre eux, ne pourra pas être totale et permanente, et que l'école doit aussi faire partie de nos lieux d'apprentissage social. Je pense que l'avenir, c'est plutôt de proposer qu'au sein de l'école, au sein de notre formation initiale, nous soit aussi appris des compétences sociales, des compétences qui nous permettraient de faire face aux autres, des compétences à faire face à l'agressivité qui ne manquera pas de se produire tout le long de la vie. Je n'ai pas retenu tout ce que j'ai appris à l'école, loin de là. Par contre, ce que j'ai appris et que j'ai toujours retenu, c'est les relations aux autres. Les premières agressivités, les premières amitiés, les premiers amours, les premières trahisons, les premières déceptions, frustrations, les premières émotions aussi relationnelles. Ça, je ne l'ai pas oublié. L'école, c'est un laboratoire d'apprentissage social. C'est là où on est confronté au groupe pour la première fois. Et combien de temps est-ce qu'on passe à l'apprendre? Combien d'apprentissage on a là-dessus? Zéro. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut développer des ateliers d'apprentissage des compétences sociales. Alors bon, j'ai fait cette vidéo un petit peu pour s'amuser, pour regarder un petit peu le programme. Bien évidemment, vous voyez qu'il n'y a rien de spécial qui s'en dégage. Chacun vote en son âme et conscience et votez selon vos convictions. Quelle que soit la personne qui sera au pouvoir, quelle que soit la personne qui aura le ministère de l'Éducation ou celui de la Santé, qu'il le sache, si jamais vous avez besoin d'aide, si jamais vous voulez mettre en place une politique efficace de prévention du harcèlement scolaire qui marche et qui aide et qui renforce nos enfants à savoir faire face aux autres et à la vie, n'hésitez pas, j'ai quelques idées. Alors par contre, ça peut vous faire bizarre, vous voyez, ça peut vous faire un peu comme si...